Et nous sommes à présent avec l'un des grands vainqueurs de ces élections du 9 juin, Georges-Louis Boucher. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. On va revenir sur plusieurs points avec vous avant d'aller dans le détail. Les libéraux sont donc la première force politique francophone. Votre parti devient le premier parti en Wallonie et à Bruxelles. Vous ne pouviez pas rêver mieux? Ah ben ça, je dois vous avouer qu'il y avait un risque que le résultat ne soit pas aussi bon, ça c'est évident. Mais à titre personnel, moi j'ai toujours été convaincu de la stratégie. Je l'ai défendue contre vent et marée, à l'extérieur, parfois aussi même à l'interne. Donc oui, c'est vrai qu'une telle ampleur, de toute façon, celui qui croit qu'il va obtenir ça, c'est qu'en général, ça n'arrive pas derrière, parce que justement, ça ne peut pas être garanti. Ce n'est pas quelque chose qui est évident. Ça demande du travail. Mais je pense que ce travail a été posé. Je crois qu'on a mené une bonne campagne. On a surtout mis sur la table les sujets qui intéressaient les gens. Et donc j'en profite, puisque j'ai entendu les présidents de Groen pour préciser une chose. On va en parler, ne vous inquiétez pas, Good move, dans un instant. On a été clair et on va respecter nos promesses. On y reviendra plus en détail. Un mot sur l'actualité du jour. Bart De Wever nommé informateur, c'était le choix évident? Je pense qu'effectivement, la Flandre a réussi quand même à éviter le Vlaams Belang comme première formation politique. Même si le Vlaams Belang a un gros score, très gros score. Ils ont un gros score, mais ce n'est pas la première formation politique. Alors, bon, tout le monde dit que la NVA a gagné. En fait, ils ont juste pas trop perdu par rapport à ce qui était annoncé. Mais je crois que la NVA a fait preuve d'une volonté de travailler au niveau du gouvernement fédéral. La dernière fois, c'était déjà le premier parti flamand. Ils avaient été exclus de la coalition, je pense, de leur propre faute, hein, il faut être clair. Mais aujourd'hui, ils montrent une volonté positive. Donc moi, je trouve que c'est un très bon choix. Alors, on n'a pas commenté les choix du palais, mais bon, quand ils sont bons, on peut les soutenir. Et donc, c'est un bon partenaire pour le MR. Écoutez, oui, c'est un bon partenaire sur les questions socio-économiques, les questions de migration, les questions de sécurité. Effectivement, nous pensons qu'il ne faut pas les s'embourber dans des questions institutionnelles, même si on doit rendre notre État plus efficace, si on doit faire en sorte de responsabiliser les régions. Il va falloir trouver une solution là-dessus, sur l'institutionnel. Bien sûr, mais ça... Une réforme de l'État, ne serait pas possible avec cette coalition Arizona. Justement, le choix est bon. Pourquoi? Parce que Bart De Wever a fait part de son ambition par rapport au gouvernement fédéral. Il a maintenant la responsabilité de faire en sorte que ça fonctionne. Et donc moi je trouve que c'est plutôt bien de le responsabiliser très vite, plutôt que de faire des petits tours comme ça pour dire de rigoler, de consulter plein de gens pour entendre ce que l'on sait déjà, parce qu'on a quand même fait une campagne électorale, donc on connaît les positions des uns et des autres. Au moins ça permet d'aller vite, comme ce que nous avons fait avec Maxime Prévost en Wallonie et à Bruxelles, en Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faut aller le plus vite possible. Les gens ont voté, on doit travailler rapidement aux réformes. Mais donc vous êtes confiant, on trouvera une solution sur ce volet institutionnel qui s'oppose bien sûr avec la NVA? Je suis certain qu'aujourd'hui, le vote de l'électeur est tellement clair. Et puis, Bart De Wever et moi, nous avons un point commun. Depuis de nombreuses années, nous expliquons que c'est le PS qui empêche de moderniser ce pays, qui empêche le pays d'avancer. Et donc, je ne comprendrai pas qu'on aille s'embourber dans des discussions sans fin, alors que la réforme de l'État, ce sont les citoyens qui l'ont faite. Pourquoi? Parce qu'ils ont voté de la même manière au nord et au sud. Donc ils ont clarifié le jeu politique comme jamais. Maintenant, c'est notre devoir et notre responsabilité de mettre en œuvre ce que l'on a dit compte tenu de ce choix de l'électeur. Un dernier mot sur Bart De Wever, ce serait un Premier ministre légitime à vos yeux? Il a les qualités pour? En tous les cas, il n'y a aucun veto dans notre chef. Il n'y aura jamais de veto à l'égard à la fois d'un représentant d'un parti démocratique qui, lors des élections, ressort premier de sa région. Donc oui, il peut le faire, c'est à lui de prouver qu'il peut le faire. Mais en tous les cas, de notre côté, il ne part ni avec un a priori négatif et encore moins avec un veto. Pour le reste, c'est pas moi non plus qui dois lui constituer son assiette, je dirais. C'est à lui de convaincre les autres partis. Je sais que c'est plus compliqué pour d'autres formations politiques pressenties, mais donc c'est à lui de les convaincre. Dans l'assiette, il y a cet espoir de mettre rapidement sur pied une coalition dite Arizona, réunissant NVA, MR, les engagés, CDNV et Voorhout. C'est la seule coalition crédible? Bon, en tout cas, c'est la seule qui aujourd'hui... À vos yeux, en tout cas? En tout cas, c'est la seule qui, aujourd'hui, ressort du scrutin. Vous avez cité des partis qui ont soit fortement progressé, soit se sont maintenus. Donc, ce n'est pas une coalition de perdants. C'est une coalition qui réunit les deux premières formations politiques, et du Nord et du Sud, le MR et la NVA, qui réunit une autre formation politique qui a fortement augmenté les engagés, la stabilisation du CDNV, un léger progrès en tout cas, oui, qui est un vrai progrès de Voorhout. Donc je pense qu'on a une coalition qui réunit trois avantages. 1, il y a peu de partis. 5,
Alors ça peut paraître beaucoup, De 7, mais en Belgique, c'est quand même mieux que 7. 2, ce sont des partis qui sont soit victorieux, soit stables. Donc on ne floue pas les électeurs en la matière. Et 3, ce sont quand même des partis qui ont des convergences idéologiques qui sont plus fortes que ce que nous avions avec Écolo ou le PS. Parce que même s'il y a un parti socialiste flamand, sur les questions sécuritaires ou de migration, je me demande parfois si ce n'est pas nous qui allons devoir leur demander de se calmer. Et sur le socio-économique, être à gauche en Flandre, c'est être au centre au moins du côté francophone. Donc je pense qu'il y a quand même une certaine cohérence idéologique en la matière. Leur demander de se calmer peut-être sur l'immigration, par exemple. La NVA réclame aussi un moratoire sur l'accueil des demandeurs d'asile. Vous pourriez aller dans cette direction? Oui, bien sûr. Et donc on ne les calmera pas. Donc, quand j'ai dit calmer, c'est parce qu'il y a eu des déclarations parfois dans le chef de Voorhout qui, à nos yeux, étaient au-delà de la ligne. Et je ne veux pas raviver des polémiques, mais c'était plus dans cet esprit. Mais sur le fond, oui, aujourd'hui, nos citoyens, ils ont voté très clairement pour un gouvernement de centre-droit. Et donc, on doit mener une politique de centre-droit qui est plus stricte en matière de sécurité. Plus à droite sur un moratoire. Oui, plus à droite que le centre-droit. On était sur un gouvernement qui penchait plutôt vers le centre-gauche. Donc, fatalement, vous allez plus à droite. Et alors, sur la question du moratoire, il faut en tous les cas avoir des règles migratoires qui soient plus justes. C'est-à-dire, vous êtes dans les conditions, vous devez être mieux accueillis, mais vous devez aussi être beaucoup mieux activés, par exemple, pour aller à l'emploi. Il y a aujourd'hui 80% des réfugiés ukrainiens qui travaillent aux Pays-Bas, ils sont 25% en Belgique. On voit bien qu'il y a un problème de parcours d'intégration et d'activation à l'emploi. Mais dans le même temps, ceux qui ne sont pas dans les conditions doivent être renvoyés et il faut également modifier la manière dont on peut accéder au pays, c'est-à-dire avec des fonctionnaires européens qui, du côté européen, enfin dans les pays d'émigration, analysent les dossiers pour que les personnes viennent en sécurité. Mais il est évident, il y a près de 120 000 personnes en situation irrégulière en Belgique. Ces personnes ne doivent pas rester sur le territoire, encore plus celles qui sont en prison parce que condamnées pour des faits de délinquance. Votre position est claire. Hier, vous avez donc tenu une conférence de presse avec Maxime Prévost, des engagés, pour annoncer cette volonté d'avancer ensemble à tous les niveaux de pouvoir. Il y a malgré tout quelques points de blocage, notamment concernant le pacte d'excellence en Fédération Wallonie-Bruxelles. C'est l'un des grands produits sur plusieurs années, d'ailleurs, estampillé CDH d'ailleurs. Il faut complètement le mettre à plat, ce pacte d'excellence? Oui, et ce ne sera pas une difficulté. Ce ne sera pas un problème du côté des engagés? Non, pour la raison qu'effectivement, on n'a pas eu la même tonalité. Encore une fois, nous ne sommes pas les mêmes partis. Nous avons la volonté de former la même équipe au gouvernement pour redresser la Wallonie, la Fédération Wallonie-Bruxelles et Bruxelles. Vous aviez l'air bien ensemble, en tout cas, hier. Nous restons, oui, mais effectivement, on a une volonté de travailler en confiance. On a quand même plus de proximité, plus de convergence. On a reçu un mandat clair de l'électeur. Et personnellement, c'est vrai qu'on s'entend bien. Et donc, les engagés aussi reconnaissent qu'il y a un problème sur le rythme des réformes. Peut-être aussi distinguer les réformes impératives de celles qui le sont moins. On doit regagner la confiance des enseignants. Donc j'ai été très clair avant la campagne. Nous souhaitons remettre à plat le pacte d'excellence. Et Maxime Prévost y est ouvert aussi. Les engagés ont été moins loin dans l'expression, mais montrent aussi une volonté de retravailler le sujet. Et donc ça sera l'objet de la négociation. Parce qu'effectivement, il ne faut pas croire qu'il suffira de se mettre à une table et en 2 jours ce sera fait. Il faudra quelques jours, mais en tous les cas, l'obstacle est beaucoup moins important à franchir que si c'était avec les écolos ou le PS. Les électeurs ont vraiment bien fait les choses. Les engagés veulent aussi supprimer les droits de succession. On ne vous a pas encore entendu là-dessus. Est-ce que l'EMR serait du même avis? Vous me posez la question sérieusement. Est-ce que vous pensez qu'en tant que libéral, il y a un impôt que j'aime bien? Donc l'impôt, c'est nécessaire dans une certaine mesure, bien sûr. Mais aujourd'hui, on en paye beaucoup trop. Effectivement, il y a la question des droits de succession où nous souhaitons avancer. Écoutez, si on peut le faire, oui. Nous sommes déjà en train de travailler sur identifier des taxes que l'on pourrait modifier. Ça nous tient à cœur, mais je sais que les engagés ont aussi été attentifs à ça. C'est les 3% de droits d'enregistrement pour l'acquisition du premier bien immobilier, qui est une mesure qui aide aussi les jeunes à se lancer dans la vie. Et donc nous souhaitons, ça je peux déjà vous l'indiquer, nous souhaitons faire baisser la fiscalité et nous souhaitons agir rapidement en la matière pour donner des signaux aussi positifs à nos concitoyens.
des signaux selon lesquels la Wallonie se réforme et la Wallonie se met en marche. Un dernier point concernant les engagés avant de passer à Bruxelles. On le sait, l'une des grandes priorités des engagés, si pas la plus grande, c'est la santé. Alors c'est effectivement faux que vous vouliez couper dans les investissements de soins de santé, mais ces investissements, est-ce qu'ils doivent se faire de manière progressive ou comme le voudraient les engagés, l'idée c'est de ne mettre aucun frein à ces investissements? Alors, et c'est là où justement c'est beaucoup plus facile de trouver des compromis entre nous. Pourquoi? Parce que le Parti socialiste, lui, voulait mettre un chiffre, le sacraliser. Nous disons, mais bien sûr qu'il faut continuer à investir dans les soins de santé. Mais la question, est-ce que via des réformes, on ne peut pas mieux maîtriser cette progression? Ça ne veut pas dire ne pas donner. On sait à quel point c'est la priorité du côté des engagés. Oui, mais ça, on peut s'y retrouver. C'est-à-dire que à partir du moment où on réforme notre système de santé, pour que ce système de santé soit efficace, il n'y a pas de problème de garantir que les progressions de dépenses alors soient toutes garanties. Mais nous considérons, et je pense que tout le monde qui analyse la situation peut le voir, qu'aujourd'hui nous avons un système de santé qui n'est pas suffisamment efficace. On ne fait pas assez de prévention. C'est une priorité pour les engagés, c'en est une également pour nous. Et dans la manière dont le système de santé aujourd'hui est géré, il y a des trous qui sont injustifiables. Il y a trop de gens aujourd'hui, quasi une personne sur deux, qui n'ont pas de médecin de famille. Il y a un recours qui est trop important aux urgences. Donc il y a moyen, en accompagnant mieux les patients, en fait, de mieux les soigner et en plus d'économiser de l'argent. Tout ça, on va y arriver en maintenant ce budget sur les rails. C'est l'un des gros dossiers aussi de l'avenir de ce pays. Je parle bien sûr des soins de santé. Il y a aussi la justice, la défense, le nucléaire aussi que vous prenez. On va y arriver, tout ça? Mais on va y arriver si on fait les réformes dans les départements. Et donc, ça a été dit hier à la conférence de presse. Notre volonté n'est pas de prendre ligne par ligne et de dire on supprime cette ligne-là, on supprime cette ligne-là. Non, on se rend compte qu'on a un enseignement qui coûte très cher, qui n'est pas efficace. Donc il faut le réformer pour qu'il devienne efficace. On a une justice qui a eu son budget augmenté de 50%, pourtant on ne voit pas d'amélioration, donc il y a des choses à changer. Il y a des choses à changer également, on vient d'en parler en termes de santé. Mais donc oui, il y aura des réformes. Ce gouvernement sera celui des réformes. Et je vais vous dire, les réformes parfois elles peuvent faire peur en politique. Nous, c'est l'inverse. On a reçu un mandat pour faire des réformes. Et donc on va écouter, on va mobiliser pour que les gens adhèrent à ces réformes, mais on ne déviera pas du cap. Le cap, c'est celui pour lequel nous avons été élus. Passons à Bruxelles, Georges-Louis Boucher. Les discussions en vue d'une majorité en région bruxelloise ont débuté aujourd'hui. Vous l'avez dit maintes et maintes fois, la priorité, c'est de mettre à terre le plan Good Move. J'utilise vos termes. C'est toujours votre priorité absolue pour Bruxelles? Ce sera la priorité. Et quand j'entends Elke van den Brandt nous expliquer On va justement l'écouter. Elke van den Brandt, elle était ce matin chez Maxime Binet. Mais je vais parler avec les Bruxellois. Je pense que Georges-Louis Boucher va mener les négociations en Wallonie. Je ne sais pas s'il a compris Bruxelles, qu'il sache que du côté néerlandophone, il faut aussi une majorité. On a une majorité double à Bruxelles. Ça veut dire qu'on ne peut pas aller sans les partis néerlandophones. Et dans la circonscription néerlandophone, s'il le plaît ou pas, je suis la plus grande et je suis incontournable. Alors, il va me rencontrer et je préfère discuter avec David Lester et les Bruxellois et avec une équipe bruxelloise. David Lester, le chef de file des libéraux à Bruxelles francophone, dit sensiblement la même chose. Il a aussi son programme électoral. Ils se sont opposés à des politiques que j'ai mis, mais il dit aussi, je suis d'accord avec les objectifs. C'est quelque chose que j'ai entendu beaucoup dans la campagne électorale. On veut plus de qualité d'air, plus de sécurité routière, plus d'espace, plus des arbres. Faire ça, c'est faire en sorte qu'on change Bruxelles et continuer à changer Bruxelles. Georges-Louis Boucher, votre réponse? Je ne veux pas polémiquer ni rendre les choses plus compliquées. Je voudrais juste quand même rappeler quelque chose à Mme Van den Brandt, c'est qu'elle se fait forte de son résultat électoral. Un grand résultat électoral dans le collège électoral flamand à Bruxelles, c'est 4 sièges. Nous avons 20 sièges. Je l'invite d'ailleurs à comparer son score personnel avec celui de la plupart de nos candidats. Elle se situe au niveau plus ou moins de notre 19e ou 20e élu. Et donc, à un moment, un peu de tempérance. Quand elle vient en nous disant « moi, je suis incontournable et donc c'est Good Move ou pas », ils ont déjà pris en otage Bruxelles avec Good Move. Est-ce qu'ils veulent maintenant le prendre en otage institutionnellement? Donc elle n'est pas incontournable selon vous à Bruxelles. On fera sans son avis. Je sais compter mathématiquement, mais je sais qu'il y a des voies autres pour mettre à terre Good Move. Nous avons pris un engagement qui est clair à l'égard de l'électeur. Nous avons gagné avec cet engagement. Et donc Mme Van den Brandt doit aussi accepter la réalité arithmétique, ça s'appelle
est un démocrate. Mais s'ils veulent bloquer institutionnellement Bruxelles, parce qu'ils veulent absolument garder Good Move, il n'y a pas de problème. Ils s'en expliqueront devant les Bruxelloises et les Bruxellois. Mais je suis le président d'un parti qui a gagné les élections en prenant des engagements clairs. Donc vous Nous allons les ce sera respecter. votre priorité. Écoutez, de toute façon, on peut aussi passer par la voie parlementaire. Donc des solutions pour mettre Good Move à terre, j'en ai quelques-unes. Je sais être créatif et donc que Mme Van den Brandt soit sereine par rapport à ça. Je pense par ailleurs que c'est terminé de laisser la mobilité aux néerlandophones. La mobilité est une question qui est fondamentale pour les Bruxelloises et les Bruxellois. Et donc, les francophones qui sont extrêmement majoritaires à Bruxelles doivent assumer leurs responsabilités sur le sujet. Et donc, moi, je préconise... Les écologistes qui sont dans l'opposition. Et par ailleurs, les écologistes ont été renvoyés dans l'opposition. Donc, je préconise aux partis francophones qui formeront cette majorité, dont le mouvement réformateur, de prendre la compétence de la mobilité pour l'assumer pleinement. Vous savez pourquoi on l'a donné à des Flamands ces dernières années? Il faut être honnête. Hein. C'est parce que personne n'a osé prendre ses responsabilités sur le sujet en disant bah, comme ça on va le donner aux Flamands. Mais non, je pense que maintenant on en a assez parlé pour se rendre compte que c'est un enjeu majeur pour les Bruxelloises et les Bruxellois. La seconde force politique. Et je connais d'ailleurs très bien Bruxelles puisque j'y ai fait campagne très régulièrement, donc Mme Van den Brandt peut se rassurer. La seconde force politique néerlandophone, c'est la team Fouad Haïdar avec 3 sièges. La formation de l'ex-élu Voorhout a réalisé une percée aussi spectaculaire qu'inattendue, il faut le dire, grâce à l'apport massif de voix francophones. Peut-il être considéré comme partenaire de la majorité? En aucun cas. En aucun cas. Et donc, si on veut bloquer institutionnellement Bruxelles, que surtout certains essayent de faire une majorité avec lui, et alors là, on aura véritablement une difficulté. Donc, je pense qu'il faut être très clair, on l'a fait savoir de façon très calme, mais Fouad Haïdar est quelqu'un qui a fait son beurre électoral sur le communautarisme, qui est très inquiétant. Je vous ai dit que j'avais fait campagne à Bruxelles. Je pense que l'on sous-estime les difficultés de Bruxelles aujourd'hui, c'est dramatique. Ce n'est pas une campagne électorale, c'est 20, 30 campagnes électorales qui se font sur des cœurs bien ciblés. Quand je vois que des emails, des WhatsApp sont envoyés en disant si vous voulez garder le voile dans l'administration, votez pour nous. Si vous voulez garder l'abattage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point il y a beaucoup moins d'images sur le conflit à Gaza qui aujourd'hui circulent sur les réseaux sociaux. C'est bizarre. À un moment, je me suis même renseigné, j'ai cru que la guerre était terminée parce qu'il y a beaucoup moins d'indignation sur ce qui se passe à Gaza depuis 3 jours, comme si les élections belges des politiques, avaient réglé... Pas au sein de la population. Pas au sein de la population. Moi, je parle sur les groupes WhatsApp. Parce que vous savez, c'est complètement fou, hein, la campagne. C'est de groupe WhatsApp en groupe WhatsApp. C'est vraiment une manière qui est totalement différente. Et donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, le résultat de M. Haïdar pose 2 questions. La première question, c'est le communautarisme à Bruxelles. Parce que quand vous considérez une bonne partie de la campagne socialiste sur le communautarisme, le PTB, Fouad Haïdar, Viva Palestina, faites l'addition de tout ça, vous êtes entre 40 et 50% qui ont abusé en termes, en tout cas de résultats, qui ont abusé de cet aspect communautariste. Et le deuxième élément, c'est que ça pose question quand même sur le collège électoral néerlandophone. Parce que M. Haïdar s'est présenté sur le collège électoral néerlandophone parce qu'il sait qu'il faut moins de voix pour avoir des députés. Très malin. Il a fait la plupart de sa campagne en français, quand c'était en tout cas dans une des langues nationales. Ou l'apport massif de voix francophones. Oui, mais donc on doit à nouveau, donc je suis totalement en faveur de maintenir la protection de la minorité néerlandophone à Bruxelles, c'est un principe majeur, mais je pense qu'on doit la faire évoluer parce qu'aujourd'hui c'est un vrai hold-up auquel on assiste. Vous avez des gens qui font campagne en français et qui vont de l'autre côté. Revenons une dernière fois, on parlait des ambitions de Bart De Wever, parlons de vos ambitions personnelles, le poste de ministre-président wallon par exemple. C'est quelque chose qui est de l'ordre du possible. Je vais être tout à fait transparent avec vous. Qui ne sera pas possible en étant président du MR par contre. Alors, mais justement, moi la seule question que je dois me poser, c'est qu'il y a eu un score que mon parti a obtenu. Je pense que c'est tous les acteurs du parti qui sont à la base de cette victoire, mais je pense que j'ai quand même incarné fortement cette ligne de changement, cette ligne de rupture. Et donc maintenant, je dois être dans une fonction qui me garantisse le fait de pouvoir mettre en œuvre ces réformes. Et donc, est-ce que c'est directement dans un gouvernement, mais il y a des réformes à mener aussi en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a des réformes à mener aussi au niveau fédéral, ou est-ce que c'est depuis un parti? Ça, ce sont les choses qui devront s'établir dans les prochaines semaines, mais je peux vous dire que ça fait l'objet d'une intense réflexion chez moi et de consultation auprès de toute une série de personnes. Vous nous direz dès que vous le saurez, Georges-Louis Boucher. Vous serez les premiers informés. C'est noté. Premier sur l'info. C'est noté, effectivement. J'espère que ce titre de l'émission servira. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions, Georges-Louis Boucher, d'être passé sur notre plateau. À bientôt, du coup, dans Premier sur l'info.